Je dois bien l'avouer, dans le décodeur de la communication, nous avons rarement parlé de management, d'engagement et d'humain au sein des troupes que constitue le service ou la direction de la communication. Et ça tombe bien, il y a une personne en France qui adore écrire sur ce sujet, c'est évidemment Fred Fougerat, qui écrit depuis fort longtemps des tribunes sur les ressources humaines chez Focus RH, et qui a évidemment écrit dernièrement « L'élégance n'est pas une option ». Et à cet effet, j'ai eu le plaisir de l'interviewer il y a quelques mois, et pour ce best-of numéro 1 de l'été 2025, vous avez droit à l'intégralité de notre entretien, Frédéric et moi. Inutile de vous présenter Fred, c'est le boss de Tenkan Paris, vous le savez bien, c'est le DIRCOM le plus connu de notre beau pays, et aussi partout à travers le monde francophone. Et bien évidemment, c'est toujours un très grand plaisir d'échanger avec Fred, qui est un véritable humain, si je puis m'exprimer ainsi, et pour qui l'élégance colle parfaitement à la peau. Néanmoins, sachez qu'il y a aussi des managers qui ne sont pas nécessairement très élégants, très courageux, très humains. Et cet épisode va vous permettre, vous qui prenez peut-être un poste depuis le mois de juillet, vous qui arrivez en stage ou en alternance au sein d'une entreprise, qui découvrez un petit peu le monde du travail, eh bien cet épisode en compagnie de Fred va vous en apprendre beaucoup. Sur les bons managers, les moins bons managers, pour ne pas dire les managers toxiques, qui font tant couler d'encre ces temps-ci. Mais vous allez voir aussi que nous allons parler d'engagement, d'humanité, de diversité et aussi de communication de marque employeur, si je puis m'exprimer ainsi, car Fred déteste ce terme, et je le comprends parfaitement. Nous parlons évidemment, vous l'avez compris, d'humanité, de management et évidemment de communication. Et sachez-le, c'est une véritable masterclass, comme à l'habitude, avec Fred. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très bonne écoute, en compagnie de mon invité, Fred Fougerat, patron de Tenkan Paris. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Fred. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va toujours bien quand je suis en face de toi. Tout pareil. Merci de me recevoir chez Cogiteur/Tenkan, dans le 17e arrondissement, le plus bel arrondissement de Paris, bien entendu. Bienvenue dans nos locaux, t'es toujours bienvenu d'ailleurs. Écoute, je te remercie et je le sais, nous étions la semaine dernière avec un certain monsieur Grimaud. Que nous saluons. Que nous saluons néanmoins, même s'il était... Bon, bref, je préfère me taire, mais son état d'ébriété était assez insupportable. Trêve de plaisanterie. Fred, c'est ton 6e, 7e, 8e livre ? C'est mon 8e livre, oui. Je me suis même trompé dans la communication que j'ai pu faire sur ce livre en disant que c'était le 7e, c'est le 8e en fait. C'est le 8e. Alors, et il s'appelle « L'élégance n'est pas une option ». Exact. Il est toujours paru chez Bréal. Bréal Studirama, et l'élégance n'est pas une option, c'est la reprise d'un titre d'une de mes tribunes qui a eu un gros succès sur Focus RH, et donc c'est souvent une bonne idée de reprendre le titre d'une tribune et son principe comme titre de livre. En tout cas, c'est ce que suggère mon éditeur, et je crois que c'est une assez bonne idée. Mais j'allais dire que c'est une excellente idée. Et alors, on parle de management, il y a 6 grandes parties. Sachez-le, chers auditrices et auditeurs, je vous invite à aller l'acheter. Je vais mettre évidemment le lien dans la métadescription pour qu'on puisse évidemment acheter ce livre. Alors, combien il coûte ? Il est à... Il coûte, je l'ai dans les mains, donc je le retourne pour voir le prix, il coûte 15 €. Eh bien voilà, donc 15 €, c'est un très bel investissement. Et je ne te cache pas que je l'ai acheté à ma femme, Isabelle, qui a changé de job, qui est devenue cadre chez Orange. Et justement, il y a 6 grandes parties et il y a différents types de managers. Alors, en première partie, il y a le manager toxique. En seconde partie, le manager protecteur. Troisième, le manager engagé. Le manager role model. Le manager responsable en 5e. Et puis une dernière partie qui parle du manager au quotidien. Exactement. Donc, j'ai offert ton livre à Isa, non pas pour qu'elle reconnaisse les managers toxiques, parce que c'est vrai qu'on en parle tout le temps des managers toxiques, particulièrement sur LinkedIn et les réseaux sociaux. C'est un peu pénible. Le manager n'est pas nécessairement quelqu'un de mauvais ou mauvaise. C'est quelqu'un qui a managé des gens. Et toi, tu as managé des équipes. La dernière où je t'ai connu, c'était chez Foncia. Il y avait, je crois, dans ton service communication, une 30aine de personnes, si je dis pas de bêtises. Oui. Il y avait de toutes les couleurs. Oui, il y avait de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les âges, de toutes les confessions et de toutes les compétences dans les différents métiers de l'écosystème de la communication. Tu parles de diversité à un moment. Tu parles du manager engagé. Je trouve que notre métier de la communication est un métier qui est, pas très diversifié, très blanc. Je suis désolé de m'exprimer ainsi. Je ne veux pas, entre guillemets, raciser quoi que ce soit. Certainement pas notre métier qui est le plus beau du monde. Mais
je me souviens t'avoir dit, ouais, c'est vrai que ce métier de la com, ça manque un peu de couleur. Et tu m'as dit, bah non, pas chez moi. Et tu m'as répondu ça, mais alors, d'une tranquillité absolue. Ah bah non, pas du tout. Parce que c'est pas comme ça que moi je le vis et mon expérience n'est pas celle-ci. Oui, mais on va remarquer que entre guillemets, je vais dire dans les grands DIRCOM, j'aime pas trop le mot, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Dans les grands DIRCOM, il y a essentiellement des hommes et des hommes blancs et il y a pas beaucoup de femmes. Et après, donc voilà, on va avoir un sentiment de pouvoir classer un certain nombre de discriminations. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut que les choses puissent bouger. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et pour que ça bouge, il faut commencer par recruter des gens de toutes origines, de toutes compétences. Quand je dis toutes origines, c'est pas qu'une question d'origine de pays ou de nationalité. C'est aussi une question de quartier dans une même ville, de centre-ville, de banlieue, peu importe. Des gens qui sont pas issus d'un même cercle et qui vont se reproduire au sein du même cercle. Et la finée, c'est qu'il y aura zéro diversité. Ce qui, en l'occurrence, dans des métiers de création, où il faut avoir des idées et il faut se différencier des autres. Si on commence par se recruter en se ressemblant tous les uns des autres, déjà on aborde mal le sujet. Donc cette diversité, quelque part, elle s'impose à nos métiers pour justement s'ouvrir à tout ce qu'on ne connaît pas, à s'ouvrir à des choses différentes, à des façons différentes de penser, à des rythmes différents, à des visions différentes, à des façons différentes d'aborder les sujets. Et moi, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire dans mes équipes. Alors c'est un engagement qui est très personnel et qui t'appartient, on n'en parlera pas, mais en tout cas je tiens à le féliciter parce que je sais que tu as toujours été extrêmement discret à cet effet. Cet engagement, allez, on va dire les choses peut-être antiraciste tout simplement, on va beaucoup plus loin. Oui, mais comme je le dis, il est personnel, mais il est tout autant professionnel parce que je gagne professionnellement à avoir des gens très différents dans mes équipes. Et c'est aussi des questions d'âge, d'avoir des gens qui sont très jeunes et qui apportent une nouvelle dynamique, aussi une nouvelle façon d'aborder les choses, qui montre aussi comment les plus jeunes fonctionnent et réfléchissent. Comment veux-tu t'adresser à des plus jeunes si t'as que des vieux et si t'as toi-même un certain âge. Et donc tu vas avoir du mal à rentrer en connexion avec certains publics, avec des plus âgés. Pour pas dire des vieux qui ont aussi des expériences, donc tout ça est utile et aussi des expériences qui peuvent permettre de former les plus jeunes. Donc c'est pas qu'une question personnelle et d'engagement antiraciste, c'est une question très intéressée, professionnelle, de faire le meilleur des boulots. Et je voulais te faire raconter une petite anecdote sur le sujet. C'est qu'une fois, c'était dans le groupe Altran, je peux le citer. Je travaillais en open space. Pendant longtemps, j'ai voulu travailler en open space avec mes équipes, mais pas seulement l'équipe, moi aussi dans l'open space. Et un jour, il y a un des VP du groupe qui vient me voir, qui passe la tête et qui me dit « Oh, mais c'est dingue, dans ton équipe, la diversité, comment tu fais pour avoir autant de diversité dans ton équipe ?» Et ma réponse l'a sidéré. Je lui ai dit, je l'ai décidé. Et là, grand silence, il m'a regardé. J'ai dit, oui, ça, rien ne se fait tout seul. J'ai décidé. Je ne recrute pas dans ma famille, dans mon quartier ou dans les gens qui sont issus du même parcours que moi. Je vais recruter partout. Et recruter partout, c'est assez facile. Il faut quand même le vouloir. C'est facile. La facilité, c'est d'aller recruter les gens qu'on connaît. Donc si on fonctionne par cercle et que dans tes cercles il y a que les mêmes personnes, t'auras pas de diversité. Si dans tes cercles personnels il y a plus d'ouverture, ça sera aussi plus facile. Mais il faut faire l'effort. Donc je dis que c'est facile dans le sens où c'est pas plus compliqué que de recruter les mêmes personnes, mais il faut quand même faire un effort intellectuel et parfois prendre un peu plus de temps. Si tu veux avoir des travailleurs handicapés dans tes équipes, c'est plus compliqué d'aller les chercher parce que ils ne se présentent pas spontanément, ils souffrent eux-mêmes d'un plafond de verre qu'ils s'imposent, ils sont pas toujours dans les réseaux de recrutement habituels, donc il faut aller dans les organisations particulières où ils vont déposer leur CV, où ils se font accompagner, mais si tu l'as décidé, t'y arrives, il y a aucun problème. Alors, c'est tout à ton honneur encore une fois, parce que je le dis, quand je t'avais fait la réflexion, tu m'avais dit, non, chez moi il y a plein de diversité, et c'était, mais vraiment, encore une fois, je le dis à nos auditrices et auditeurs, c'est passé comme une lettre à la poste, c'était un non-sujet pour toi, et la preuve en est, tu viens encore une fois de le prouver. Mais c'est vrai que je le montre encore dans mes associés, parce que dans mes associés, il y a des jeunes, des vieux, il y a des hommes, des femmes, il y a des blancs, des africains, pas d'origine, africains de nationalité,
Voilà, il y a différentes nationalités européennes. Il y a aussi des hétéros, des gays, des lesbiennes. Au niveau religion, je pense qu'il y a une relative mixité. Il y a de la mixité aussi au niveau religieux. Voilà, et c'est pas non plus, et c'est pas fait, c'est pas pensé comme le casting d'une série télé où il faudrait toucher toutes les communautés. Donc il faut qu'il y ait un représentant de chaque communauté. C'est le fruit de mes équipes et du fonctionnement qui a toujours été le mien. C'est naturellement des gens très divers avec lesquels je me suis aussi associé pour créer Tenkan Paris par exemple. Je trouve ça encore une fois très très bien. Ça fait 25 ans que je fais ce beau métier, je l'ai toujours fait en agence moi de ce côté-là. Et c'est vrai que je voyais pas énormément de diversité, très clairement. Et puis je me souviens même de quelqu'un dont je ne citerai pas les initiales. Je lui demande un jour sur Twitter, mais qu'en est-il de la diversité dans la communication? Tu sais ce qu'il m'a répondu? Non, j'attends. Il y a des femmes. Ah oui, effectivement. Voilà. Alors, c'est pourtant quelqu'un de très très bien, mais je pense qu'il était fatigué. Il faisait des tweets très très tôt le matin vers 7 heures. Donc, s'il se reconnaît, je lui dirais que malheureusement, il n'était pas très en forme ce jour-là dans le meilleur des cas. Mais c'est vrai que je trouve que notre métier manque encore de diversité. Tu as montré l'exemple, et ça, c'est très très bien. Encore une fois. Et ce qui est très fort, c'est que je reprends l'exemple du manager d'Altran qui dit « Comment ça se fait que tu aies autant de diversité ?» Question que j'aurais très bien pu te poser moi. Et tu dis, je l'ai décidé. C'est une décision politique. Ouais. C'est les choses ne se font pas toutes seules. Parfois, on me dit, mais comment t'as fait pour trouver des travailleurs handicapés dans tes équipes? Non, mais ils sont pas tombés du ciel. Je suis allé les chercher. Enfin, c'est ça que j'appelle une décision politique. C'est que tu décides que les handicapés doivent avoir leur place dans la société, ils doivent avoir leur place au travail. Comme le chemin est plus compliqué pour eux pour trouver du boulot, c'est à nous de faire une partie du chemin pour aller les chercher. Tu peux donner un exemple d'un stagiaire d'abord qui vient justement d'Afrique. C'est une galère sans nom avec une difficulté de convention, convention de stage. Tu rattrapes tout ça, je ne sais pas par quel miracle, et merci l'administration française qui est toujours aussi complexe et toujours aussi sympathique. Et tu l'as embauché, ce jeune homme. Est-ce qu'on peut le saluer? On peut le saluer. Il s'appelle Fawaz Mama. Pour résumer l'histoire que tu as synthétisée, mais donc étudiant béninois qui fait ses études en France, et dans son école à la Défense, il doit faire des stages. Et il a 2 stages obligatoires, et il lui reste du temps, il a envie de faire un 3e stage. Et là, l'école lui dit « Non, on vous signe pas de convention, parce que vous avez déjà fait vos 2 stages obligatoires, donc c'est pas obligé d'en faire 3. » Pourquoi on l'empêche de faire un 3e stage avec aucune explication? La seule explication, enfin, c'est pas une explication, mais le seul constat, c'est que donc l'école voit qu'un de ses étudiants a une opportunité de faire un stage dans une grande entreprise et qui donc peut-être demain le recrutera, ce que nous avons fait au final, mais le bloque et l'empêche parce qu'on n'est pas obligé de faire 3 stages. On trouve ça tellement aberrant qu'une des personnes dans l'équipe connaît un système sur Internet qui fait qu'une université de mémoire en Afrique du Sud, moyennant 500 ou 800 euros, ouvre une scolarité et donc délivre des formulaires de stage. J'ai oublié comment ça s'appelle. Une convention de stage. Et donc c'est finalement en achetant une fausse scolarité dans une école d'Afrique du Sud qu'il a eu sa convention de stage, et ce qui nous a permis de le recruter en stage et ensuite de le recruter tout court. Mais depuis, c'est allé plus loin parce qu'aujourd'hui, c'est un des associés de Tenkan Paris. Exactement. Enfin, depuis sa création. Depuis sa création, exactement. Donc, Tenkan Paris, c'est quoi? C'est 2 ans, bientôt 3? C'est 2022, automne 2022, oui. Donc ça fait le bébé un petit peu plus de 2 ans. Et on salue évidemment Fawaz, qui est vraiment quelqu'un de très très bien, un king des réseaux sociaux, on peut le dire. C'est un formidable collaborateur, c'est un garçon extrêmement brillant, intelligent. Je ne parle pas de sa pratique de la langue française parce que nos amis africains ont une pratique beaucoup plus riche que nous de la langue française, et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux, notamment sur l'éditorial. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des pépites qui m'entourent, et il n'était pas question qu'on laisse partir et qu'il ne puisse pas avoir de stage. Une fois qu'il a eu son stage, on a évidemment voulu le recruter. Et quand j'ai créé Tenkan Paris, il pouvait pas ne pas faire partie de l'équipe. Et Fawaz, qui doit avoir à tout casser 30 ans, peut-être même pas. Et si, il a 30 ans. Il a 30 ans, le bougre. Un petit peu comme nous, à 2 ans ou 3 ans près. x2, oui. Oui. Enfin, c'est une question de division, c'est pas une question de... C'est une question de division, en effet. Mais Fawaz est quelqu'un de très, très calme, très, très humble. C'est pas du tout une grande gueule, et c'est extrêmement appréciable. C'est quelqu'un qui réfléchit. Si vous avez un jour l'occasion de le croiser, vous le reconnaîtrez, c'est quelqu'un de charmant, Monsieur Mama, comme on l'appelle. Alors c'est pas une grande gueule et c'est quelqu'un de très calme, mais tu l'as jamais vu se battre pour défendre ses idées ou un projet. Et là,
tout d'un coup, il peut se montrer beaucoup plus virulent et énergique, quoi. Il est engagé. Il faut pas aller le chercher, voilà. Écoute, alors, félicitations. Mais donc c'est pas quelqu'un non plus qui s'écrase, et c'est quelqu'un qui se bat pour ses idées, tout en étant après ultra respectueux de l'équipe, de la diversité des idées ou de la décision qui est prise, même si c'est pas celle qui l'a soutenue. Écoute, félicitations à Fawaz. Et puis quelque part, l'entreprise, c'est aussi se battre aussi pour ses idées. Tu l'as fait toi aussi, et je trouve ça très très bien. Quand tu parles de diversité, je voulais te donner une illustration sur le fait que parfois on a une mauvaise perception de la diversité ou de la réalité de la diversité dans ces équipes. Quand je suis arrivé à la direction de la communication du groupe Elior, je suis arrivé dans des circonstances un peu compliquées pour moi et pour l'équipe com, parce que l'équipe com, elle a été convoquée un jour à 9h du matin pour leur expliquer que leur patron était viré et qu'à 10h, il y avait un nouveau qui arrivait. Et donc, toi, t'arrives dans ces circonstances, c'est pas évident. Moi, je quittais le groupe Altran, j'avais pas spécialement envie de quitter le groupe Altran pour arriver chez Elior, donc voilà, c'était confortable pour personne. Et la senior de l'équipe, que je peux nommer parce qu'elle s'appelle Anne Babkin, c'est une grande directrice marketing qui à l'époque dirigeait la marque et la RSE chez Elior et que j'ai emmené avec moi dans d'autres aventures. Ensuite, Anne Babkin me reçoit un peu au nom de l'équipe. Elle me présente, on s'installe dans la salle du conseil pour réunir tous les collaborateurs de l'équipe. Et puis elle commence à m'expliquer comment fonctionne l'équipe. Et puis elle me glisse. Et puis chez nous, il y a une grande diversité. Et là, je me penche, et c'est une image dont je me souviens, mais qu'il l'a elle-même marquée. Et je regarde toute la salle d'un grand regard, et je dis, la diversité, elle est où? Parce que moi, je vois que des femmes blanches et toutes genre 30-40 ans. Et là, elle prend conscience de ce qu'elle vient de me dire. Et en fait, la diversité, elle était présente dans l'entreprise, mais par exemple, autour de la direction de la com, il y avait aucune diversité. Quand on a quitté quelques années plus tard le groupe pour aller chez Foncia, on a laissé une direction de la com où il y avait une grande diversité. C'est là que tu as connu Anne? C'est là que j'ai connu Anne Babkin, oui, en arrivant chez Elior. Elle y avait fait plus de 25 ans avec un parcours de direction marketing de plein de BU différentes jusqu'à se retrouver à la direction de la com du groupe comme directrice de la marque et de la RSE. Alors l'anecdote est assez cocasse pour les histoires de diversité, on peut parfaitement le comprendre, mais ce qui est encore plus cocasse, c'est que grosso modo, leur patron s'en va 1 heure avant, toi tu arrives après. Comment ça se passe? Tiens, je fais juste une petite parenthèse, mais comment ça se passe ce rendez-vous? Parce que l'ambiance devait être extrêmement tendue. Alors l'ambiance n'était pas nécessairement tendue parce que je n'ai pas ressenti qu'il y avait une grosse déception de voir leur patron partir. En revanche, il y avait assurément plusieurs inquiétudes. Qui on va avoir en face de nous? Parfois on est content de qui on se sépare, mais si c'est pour avoir pire, c'est pas forcément mieux. Une inquiétude sur l'organisation. Est-ce que je vais garder ma place? J'avais la réputation vraie de débarquer dans les entreprises avec une partie de mes équipes. Donc, est-ce que des gens vont prendre ma place? Est-ce qu'il va sortir des gens pour caser entre guillemets des amis? Ce que je n'ai jamais fait. Je me suis jamais séparé d'un collaborateur pour faire entrer des personnes de mes équipes précédentes, mais j'ai en réalité toujours eu la chance d'avoir des équipes à étoffer. Donc, je venais avec des compétences supplémentaires, mais pas des compétences, pas pour virer des gens. J'ai jamais fait ça. Enfin, il a pu m'arriver de me séparer de certaines personnes assez rarement, mais c'était jamais pour mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est parce que professionnellement ça fonctionnait pas. Donc voilà, l'approche, elle doit être humble, comme je te le disais. Moi, j'ai été très transparent. J'ai essayé d'être le plus authentique possible. J'aurais expliqué que j'étais content d'être là, mais j'avais pas choisi d'être là. C'est parce que j'arrivais avec le président du groupe et que je le suivais de groupe en groupe, que j'étais triste d'avoir quitté mes équipes précédentes et que maintenant il y avait une nouvelle page à écrire et qu'on a essayé de l'écrire ensemble et que je n'étais pas responsable du débarquement de leur patron précédent. Je savais pas à l'époque qu'il n'y tenait pas particulièrement, mais de toute façon j'en étais pas responsable et j'étais sincèrement peiné pour lui parce que je trouve ça très dur de se faire virer juste parce qu'il y a un nouveau patron qui arrive et il débarque avec ses équipes. Bon, c'est les règles du jeu, notamment dans les grands groupes. En même temps, il est certainement parti avec quelques compensations financières, mais bon, voilà, c'est humainement et professionnellement, c'est jamais très agréable à vivre. Enfin, ça peut même être très violent. Donc, j'étais quand même attentif à tous ces sujets, d'autant que je ne connaissais pas leur éventuel attachement ou pas. Puis après, les choses se construisent et les choses se font. Le climat, il change tout de suite parce que, par exemple, quand je m'installe dans mon bureau et que l'assistante vient me demander si je veux un café ou un thé, et que je lui dis, ah non, je pense on n'est pas d'accord sur un point, c'est que si j'ai besoin d'un café ou d'un thé, je suis assez grand pour me le faire moi-même.
toi, t'es assistante, t'es pas serveuse. Donc, même si on est dans la restauration, il y a des métiers de service, mais toi, t'es assistante. Donc, tu me fais pas mon café. Et ça veut dire aussi que tu ne le feras plus à personne. C'est pas ton boulot de faire des cafés ou de faire des thés. Et ça change. Tout d'un coup, tu marques sans le chercher. Hein, tu marques tout d'un coup une nouvelle ambiance parce que tu imprimes quelque chose de différent. Et petite anecdote, quand quelques années plus tard j'ai quitté le groupe, et qu'un successeur m'a remplacé, le premier SMS que j'ai reçu de mon assistante, c'est les cafés sont de retour. Ah ouais. Voilà. Justement, ce changement sur des tout petits détails, mais qui comptent justement pour l'assistante. Et ça veut tout dire, hein, entre monsieur qui revient, enfin un nouveau DIRCOM qui dit faites-moi un café Sylvie, et puis toi qui dis non mais je suis assez grand et puis t'es pas là pour ça. D'emblée, tu marques les esprits. C'était quoi les premières choses que tu mettais en place en tant que manager? Je parle même plus du DIRCOM, mais en tant que manager, c'était quoi? Je sais que tu te présentais d'une certaine manière, enfin, tu y allais cash et il y avait beaucoup de transparence, c'est-à-dire que tu ne mentais pas. Jamais. Non, je ne peux pas consacrer une partie de mon engagement professionnel à expliquer qu'en communication on doit pas mentir si je devais mentir moi-même. Donc non, ne pas mentir et être effectivement transparent. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout dire, mais en tout cas, il faut pas mentir. Mais la première chose, j'ai pas besoin de réfléchir pour répondre à ta question sur la première chose entre guillemets que je mets en place, mais c'est pas que je la mets en place, c'est le matin, je dis bonjour. Je fais le tour de mes équipes, je vais serrer la main pour dire bonjour à chacun et évidemment en regardant les gens dans les yeux. Donc un contact et un regard. Peut-être que ça sera le seul de la journée parce que je vais pas forcément échanger ou travailler physiquement, personnellement avec chacun, mais ça permet d'abord d'avoir un contact et d'entretenir un lien. Ça permet de sentir un peu aussi l'ambiance. Parfois, on va sentir un malaise, on va sentir une certaine morosité ou une certaine fatigue. D'autres moments, on va sentir une certaine excitation, une certaine motivation. Donc, ça permet aussi de prendre le pouls. Mais enfin, alors, est-ce que c'est mon passé de collaborateur politique qui fait que, aller sur le terrain, aller voir les gens, aller serrer les mains, je sais pas. Mais en tout cas, je ne peux pas fonctionner autrement. Et la période Covid a été la période la plus compliquée parce qu'on ne pouvait plus se serrer la main, quoi. Mais voilà, ce contact-là, il est pour moi essentiel. Il me paraît pas original, ça me paraît être la moindre des choses que de saluer les gens. Ça permet aussi de montrer à chacun qu'on est arrivé. Mais je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Je sais, et je vais pas taper tout l'échange sur la même personne, mais dans une autre entreprise, on m'a expliqué un jour que mon successeur avait mis 3 mois avant de saluer certaines personnes. Voilà, il arrivait tous les jours au bureau, mais il disait bonjour à une sélection de personnes, mais pas à tout le monde. Quand je dis que je fais le tour et que je serre la main, c'est peu importe qu'on soit directeur, stagiaire, responsable, enfin peu importe le statut, peu importe l'ancienneté, on dit bonjour, on salue les gens, quoi. Ça c'est basique. Il y en a qui vont dire il dit rien d'extraordinaire, et puis peut-être que d'autres s'interrogeront. Ça me paraît juste normal, mais je sais que ça ne l'est pas toujours. J'ai d'ailleurs écrit il y a quelques années une tribune qu'on peut retrouver sur Google et qui s'appelle Je dis bonjour, suis-je normal? Ça faisait plutôt référence à des gens qu'on croise dans les grands groupes, dans les ascenseurs, et quand on dit bonjour, les gens vous répondent pas. Et donc à se demander, est-ce que c'est moi qui suis anormal parce que je dis bonjour aux gens, ou est-ce que c'est le minimum de courtoisie et de civilité que de se saluer quand on se croise dans des circulations dans l'entreprise. Je trouve incroyable ces managers ou ces managers, parce que ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, hein, soyons très clairs. Ces gens qui ne disent pas bonjour. Ou qui ne répondent pas quand on leur dit bonjour. Oh, alors oui, alors ça mérite une claque, hein, tout simplement. Mais sincèrement, c'est absolument... c'est hallucinant pour moi. Je ne vois même pas l'intérêt de ça. Soit disant on n'a pas le temps, soit disant on est très important pour ne pas répondre à quelqu'un ou aller uniquement faire la sélection pour dire bonjour. Je trouve ça totalement inadmissible. C'est du management toxique parce que c'est aussi une manière de mettre un peu sur le côté certaines personnes. Et justement, je parle de gens qui sont un peu toxiques. On va pas passer 100 ans sur le manager toxique, mais je te demanderai tout à l'heure comment le reconnaître ou la reconnaître. Non, mais je veux bien revenir une seconde sur le bonjour parce que j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit et peut-être que celle-ci m'a marqué. Un jour, je interview de collaborateurs au sein du ministère de la Culture et le journaliste dit, alors c'était pas télévisé, hein, c'était dans une réunion entre personnes et un journaliste demande à des collaborateurs du ministère de la Culture, mais vous avez vu passer X ministres, énormément de ministres, mais selon vous, quel a été le meilleur ministre de la Culture? Et là, les gens spontanément ont tous répondu Jack Lang.
Et après, donc le journaliste leur demande, mais pourquoi? Parce que le matin, il disait bonjour. Donc en fait, c'était pas du tout le meilleur ministre, ou en tout cas, c'était pas pour sa politique culturelle, mais c'était juste pour la considération qu'il avait montrée vis-à-vis de la personne du portier, de la standardiste, des différents administrateurs, des gens dans le ministère. Lui par rapport à d'autres, donc ça ne disait pas comment se comportait tel ou tel autre, mais spontanément, les gens ont dit Jack Lang, il disait bonjour le matin en arrivant. Ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. Ben non, c'est ça qui est étonnant, c'est que ça n'a rien d'extraordinaire. Ça me paraît juste normal et quelque juste part normal. Élégant aussi. Surtout de nos jours, semblerait-il, malheureusement. D'où le titre de mon livre, parce que l'élégance, c'est beaucoup de petites actions, de petites attentions tout au long de la journée. Et quand on est un manager, on est observé, on est un rôle modèle, on est une référence. Et donc, si on n'a pas soi-même, si on ne porte pas ces petites attentions au quotidien, eh bien, quelque part, on participe pas à mettre un climat harmonieux de travail au sein des équipes. Encore une fois, tout à fait d'accord avec toi. Et justement, j'ouvre un tout petit peu la parenthèse sur le manager toxique. Tu dis à un moment dans le livre que infantiliser les gens, leur donner des petits surnoms, mon boubou, mon doudou, mon chouchou, ce qui est absolument insupportable. Sauf si tu connais bien la personne, mais bon, j'ai déjà appelé des collègues Lolo, parce qu'il s'appelle Laurent. Je pense à Laurent Champion, que j'embrasse. Mais il y a certains managers qui infantilisent avec des petits noms débiles de bébés ou d'enfants, de tout petits du moins, leur collaboratrice ou leur collaborateur. Tu as vu ça? Mais j'ai malheureusement vu ça, et c'est une technique, alors je ne sais pas à quel point elle est consciente ou inconsciente, mais c'est une façon de prendre de la hauteur. Écraser les autres, c'est une façon de prendre de la hauteur. Et on prend de la hauteur si on en a besoin d'ailleurs, ou si c'est nécessaire, mais par ses compétences, par l'aspiration que l'on donne aux autres, par ses qualités professionnelles, mais pas en réduisant les autres. Enfin, on ne se grandit pas en faisant baisser les autres. On se grandit en portant les autres et en les emmenant avec soi. Et donc cette façon misérable de donner des petits noms les plus ridicules possibles, comme on donnerait pas forcément à son chien ou à son chat, c'est une façon d'installer dans l'esprit des gens finalement que ce sont des petites choses et que nous on est la grande chose qui les domine, quoi. Et je trouve ça insupportable. Bienvenue au et club. Parfois ça peut partir d'une gentille attention, mais si c'est le cas, si ça part d'une réellement gentille attention, ce qui ne me paraît pas recommandable, mais ça veut dire qu'on n'en fera pas un mauvais usage. Le manager toxique, lui, il le fait avec une intention de mauvais usage, c'est vraiment de se mettre en situation de domination des gens. C'est aussi une façon, petit à petit, de rentrer dans l'intimité des gens et ensuite d'utiliser les faiblesses de l'intimité des gens contre la personne professionnellement. Exactement. Donc un problème de relation de couple, un problème de santé, et tout d'un coup on va jouer et utiliser ça contre la personne. Tu as connu beaucoup de managers toxiques? Non, j'en ai pas connu beaucoup, et j'en ai pas connu tant que ça. Et par contre, j'ai connu la crème des crèmes des personnes les plus infectes et les plus dangereuses. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple? Évidemment, on ne va pas citer qui que ce soit, bien entendu, mais des exemples d'agissement de ces managers ou de cette crème de la crème infecte. Il y a beaucoup d'exemples possibles. En fait, tout ce que tu fais va être négatif et tout ce que moi je fais va être positif. S'il y a un succès, c'est grâce à moi. S'il y a une erreur, c'est à cause de toi. Tout est toujours fait pour te réduire, pour t'humilier, pour t'infantiliser. Toi, tu ne sais rien, moi je sais tout. Je t'ai recruté pour tes compétences, mais je me crois plus compétent que toi. Donc je me mets toujours en situation de t'affaiblir, de te faire douter et donc quelque part de te démotiver. Et au final, tu finis par perdre confiance en toi, tu finis par commencer à douter de toi. Et là, tu rentres dans un cercle infernal qui fait que tu es de plus en plus faible ou fragile psychologiquement. Et donc moi, ça me rend beaucoup plus fort de te dominer, de t'écraser. Je ne comprends pas ce mode de fonctionnement, parce que je ne comprends pas comment on peut tirer une équipe vers le haut et vers la performance en maltraitant les gens, en ne les utilisant pas, utilisés dans le bon sens du terme, pour le meilleur de ce qu'ils peuvent représenter. Mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça et qui se glorifient ou qui ont un sentiment, une assurance finalement de tout maîtriser, parce que finalement ils ne maîtrisent rien, mais ils écrasent tout le monde. Mais au final, à quoi ça sert? Comme tu le dis très justement, on ne peut pas tirer les gens vers le haut, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, en les écrasant. Je ne vois pas l'intérêt de la chose. À quoi ça sert?
peut-être donner l'impression d'être quelqu'un d'important pour ce petit manager minable? C'est ça sert certainement à se rassurer, certainement à croire qu'on est important. Peut-être qu'il y a des esprits très pervers pour lesquels c'est jouissif finalement de jouer et de jouer avec les gens, de jouer avec l'humain et de faire du mal aux autres. Et puis il y a des gens qui sont soutenus, il y a des gens qui ont ce comportement et qui sont soutenus dans l'entreprise. Ça, c'est aussi très perturbant. Alors ils sont soutenus soit parce qu'on ferme les yeux et que finalement on ne veut pas regarder qui ils sont réellement, ou alors ils sont soutenus parce que finalement l'équipe a des performances, et tant que l'équipe a des performances, finalement ce qui se passe derrière, on n'a pas trop envie de le voir. Après, on les soutient moins bien quand les performances ne sont plus au rendez-vous. Mais entre-temps, il peut y avoir eu énormément de dégâts, quoi. Des burn-out, des gens qui quittent l'entreprise, un off-boarding absolument abominable. Tu dis même dans le livre que souvent ce manager toxique, il s'entoure avec ses semblables, c'est-à-dire une bande de crétins ou de raclures, pardon pour l'expression, sa petite bande à lui finalement. Qui se ressemblent, s'assemblent dans ce cas-là, et effectivement avoir quelques collaborateurs qui fonctionnent de la même façon, auxquels on va faire subir les mêmes choses, mais avec une tape, une caresse, et dont on va se servir pour qu'ils soient le bras armé qui eux-mêmes continuent donc à un degré autre de taper sur les gens, de nuire aux gens, d'humilier les gens, et c'est une façon d'avoir sa petite cour qui vient agir en continuité de ses propres agissements. Une sorte de mini roi soleil finalement. C'est pas gentil pour le roi soleil même. Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa pour Louis XIV. Toujours dans le rôle de manager toxique, tu parles de grands patrons. Alors, pas ceux que tu as connus, soyons bien clairs. Mais dans le livre, tu dis qu'il y en a certains qui sont finalement des imposteurs, qui n'ont strictement rien à faire ici, et qui sont à un très très haut niveau, qui se sont élevés à leur seuil maximal d'incompétence. Ces gens-là, comment tu fais avec eux? Parce que c'est insupportable à vivre. Ça doit rendre complètement fou, ça doit démotiver tout manager et tout collaborateur ou toute collaboratrice. Alors déjà, quand je parle de grand patron, c'est pas nécessaire, c'est une question d'attitude et de posture. C'est pas forcément une question de grande taille, ni de sa taille personnelle, ni de la taille de l'entreprise. Il y a des grands patrons dans des toutes petites entreprises, et puis il y a des patrons minables dans des très grands groupes. Donc juste pour positionner le grand patron, parce que parfois on me dit oui, mais il y a des gens très bien dans des petites entreprises. Oui, il y a des grands patrons dans des toutes petites entreprises. Donc c'est pas une question de taille d'entreprise, c'est vraiment une question de dimension personnelle et professionnelle du dirigeant. Et les imposteurs, il y a des imposteurs dans les grands patrons, mais il y a aussi beaucoup d'imposteurs dans certains dirigeants, donc dans le râteau du dessous, des gens qui ne sont pas compétents et qui, par je ne sais quel miracle, parfois on le sait, parfois on ne le sait pas, se retrouvent à la direction de départements importants avec des responsabilités importantes, alors qu'ils n'ont pas les compétences pour le faire. Je choisis un fidèle ou un ami parce que sa loyauté vaut plus que ses compétences. Alors oui, la loyauté, ça vaut beaucoup dans le monde professionnel, mais s'il n'y a pas les compétences, c'est quand même un problème. Je choisis cette personne parce qu'un jour, elle m'a soutenu, et donc je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne connais pas ses capacités, mais parce qu'un jour, elle m'a soutenu dans une situation ou dans une autre, finalement, je la récompense en la recrutant. Mais on ne confie pas la direction d'un département, d'une business unit, d'une entreprise. C'est pas une récompense, c'est une mission. Donc voilà, il y a plein de situations qui font que des gens totalement incompétents se retrouvent à la tête de départements à diriger. Je me suis même à un moment posé la question de savoir est-ce qu'il y a des gens qui sont complètement idiots. Est-ce que c'est possible d'avoir des gens idiots, ou est-ce que c'est une façon d'être et une posture, ou est-ce qu'ils peuvent réellement être idiots? Alors malheureusement, je n'ai qu'une réponse, c'est que ces gens-là étaient vraiment idiots. Mais je m'interrogeais pour savoir si c'était pas une posture et un calcul, finalement, encore une fois, un peu pervers et machiavélique, en me demandant comment des gens aussi stupides peuvent se retrouver à la tête de départements ou de directions importantes. Et comment tu agis dans ce cas-là? Parce que finalement, monsieur CON ou madame CON, NE, reste ce qu'il est ou ce qu'il est, c'est leur nature. Comment tu agis, toi, face à des gens comme ça? De façon générale, quand j'ai eu à en rencontrer, et heureusement, ce n'est pas arrivé trop souvent, j'ai quand même essayé de limiter au maximum les relations avec ces personnes-là, d'écrire beaucoup.
parce que ce sont des gens qui sont pas fiables, comme le manager toxique. D'ailleurs, le manager toxique, il n'est pas fiable. D'ailleurs, ces gens-là, quelque part, sont toxiques. Le manager toxique, tu me demandais des exemples, le manager toxique n'est pas fiable. Donc, il peut t'affirmer quelque chose et le lendemain te dire qu'il a dit le contraire. Donc, l'important, c'est aussi de laisser des traces de tout ce qui se dit, de faire des rapports de réunion pour qu'il y ait une référence sur des échanges qu'il y a pu y avoir, puisque à tout moment, on va dire non, j'ai jamais dit ça, c'est toi qui as mal compris, c'est toi qui as interprété, ou j'ai dit exactement le contraire. Si le vent tourne, le manager tourne avec. Donc, se prémunir de ça en laissant des traces, mais surtout en essayant de les fréquenter le moins possible, jusqu'à fuir. Quand il s'agit d'une personne très toxique, souvent il n'y a pas d'autre solution que de fuir, parce que plus on va rester auprès de cette personne, plus finalement on va s'abîmer et se dégrader. Donc fuir, et si on ne peut pas fuir, plein de raisons qui font aussi que ça peut être compliqué de fuir, on peut l'entendre, mais faire en sorte de limiter au maximum toutes les interactions avec ces personnes qui sont absolument infréquentables. Tu conseilles de fuir, c'est-à-dire que la bataille, elle est perdue d'avance, c'est pas la peine d'y perdre toutes ses plumes. Absolument. Je ne connais aucun exemple, alors il y en a peut-être, mais moi je connais aucun exemple où des gens s'en sont sortis en résistant et en attendant que le vent tourne. J'ai un exemple, un excellent ami qui travaillait dans un très 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 grand groupe français, qui était expatrié dans un pays du Moyen-Orient. Énorme problème avec la DRH locale. Et en fait, le patron de la boîte, le patron des équipes expatriées appréciait terriblement ce collaborateur, mon ami, comme collaborateur, mais conflit total avec la DRH. Et à un moment, on lui a conseillé. Alors pourquoi on ne se sépare pas de cette DRH, on ne comprend pas. Et on lui conseille, pour le préserver, de quitter la boîte pour ne pas se faire abîmer par cette personne. Et 2 ans plus tard, la boîte décide de virer la DRH. Et alors à ce moment-là, on le rappelle en lui disant reviens. Donc c'est assez sidérant comme façon de fonctionner, parce que c'est comme les enfants qui sont harcelés à l'école. C'est pas l'enfant harcelé qu'il faut changer d'école, c'est le harceleur. Et bien là, on laisse le harceleur dans l'entreprise. On conseille à l'enfant harcelé de partir, et puis quand le harceleur n'est plus là, on dit à l'enfant tiens, reviens. Bon, c'est assez incompréhensible comme mode de fonctionnement, mais en tout cas le fait de partir, ça me paraît essentiel. C'est déjà bien qu'il l'ait rappelé, quelque part il y a une justice en ce bas monde, mais en effet c'est totalement sidérant et ça prouvait la sincérité des relations avant le départ. Exactement, et ce qui est sidérant, c'est qu'en effet, c'est exactement comme le harcèlement, c'est-à-dire que la personne qui fout la merde, on va dire les choses très clairement, on s'en débarrasse pas. On a peur, ou peut-être que justement elle a été récompensée par loyauté pour X ou Y raison. Ça ressemble un petit peu finalement à tout ce qui est politique, hein. Souvent t'as des gens qui sont balancés à telle ou telle circonscription, qui n'ont aucun talent, et puis juste parce qu'il a aidé telle ou telle personne, le politique décide de lui envoyer l'ascenseur, et malheureusement ça peut faire de très très gros dégâts. Tu parles dans la deuxième partie du manager protecteur, justement, à l'inverse du manager toxique. Et là, tu dis un truc qui est très fort. Les cadres super-héros ont remplacé les cadres sup. Alors, ces super-héros, ils sont pas invincibles. Ils peuvent justement avoir de la culpabilité. Explique-nous le concept, parce que je t'avoue que ça m'a un peu sauté aux yeux. Puis après, on parlera de comment protéger ses collaboratrices et ses collaborateurs, particulièrement nos amis qui sont sur les réseaux sociaux, les community managers, ou ça tire à balles réelles, par exemple chez X. Alors bon, déjà là c'est une formulation de communicant de parler de cadre sup et de super-héros, mais cette partie aborde finalement l'extraordinaire attente que l'entreprise met dans ses cadres et ses cadres dirigeants, où on attend qu'ils soient infatigables, inépuisables, jamais malades, jamais absents, toujours en pleine forme, toujours motivés et motivants, acceptant tout et son contraire, acceptant des feuilles de route énormes et des baisses de budget permanentes, acceptant de devoir constituer des équipes hyper performantes, mais on te gèle les recrutements ou on ne te donne pas les ressources pour des missions par contre que toi tu dois livrer. Donc en fait on construit et on fantasme sur des super collaborateurs, donc comme des super héros qui devraient tout réussir par magie. Et quand toi, tu es dans cette position de cadre sup, tu passes ton temps à essayer de montrer que tu vas être performant, que tu n'as pas de faiblesse, que tu n'as pas de fragilité. T'as pas le droit de paraître fragile ou de paraître faible, parce que sinon tu penses que tu vas être déclassé ou que tu vas être viré. Donc il y a ce jeu de dupe entre
entre tout ce qu'on te demande de faire sans t'en donner les moyens et tout ce que toi tu arrives à performer pour montrer que qu'on a raison d'avoir confiance en toi. Sauf qu'il y a un moment, on arrive à un épuisement, la machine elle fatigue, voire elle se casse, et à ce moment-là, éventuellement, on te jette parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de t'envoyer en réparation, on te jette, puis on va prendre quelqu'un d'autre, et qu'on va épuiser de la même façon. C'est pas toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça, c'est pas tout le temps, mais quand ça arrive, c'est terrible, parce que tout le monde se ment, on se ment soi-même en étant un cadre, et l'entreprise te ment en t'usant d'une façon absolument effroyable. Donc c'est pour ça que je parle de super-héros, parce que les cadres sub ne sont pas des super-héros, enfin, ils peuvent l'être, mais c'est pas leur fonction, quoi. Et justement, ces managers protecteurs, qu'ils soient cadres sup ou cadres super-héros, peu importe, ont tendance aussi, lorsque ce sont des DIRCOM ou des responsables de communication, à protéger, et à juste titre, leur community manager. Tu prends cet exemple vraiment dans le livre, en disant qu'on est vraiment très exposé quand on est community manager. Par exemple, sur X, Twitter, feu Twitter, qui est celui où ça tire le plus à balles réelles. Et tu disais qu'il y a limite des risques psychosociaux à être community manager, hein. Mais absolument. Mais alors déjà, le rôle protecteur du manager, il l'est pour toutes ses équipes, quel que soit le domaine d'activité, communication ou pas communication. Moi, je n'ai jamais considéré que parce que je recevais une pression terrible de ma hiérarchie, je devais m'en libérer en foutant moi-même la pression sur mes équipes. J'ai toujours considéré avoir plutôt un rôle de bouclier et de devoir garder sur moi une partie. Alors après, c'est là où on peut devenir un peu super-héros, mais de garder pour moi une partie de pression, en tout cas la pression inutile ou négative, pour ne transmettre que la pression positive et permettre à mes équipes de bien fonctionner. Il y a plein de pressions différentes. C'est l'exigence de devoir réaliser dans des temps impossibles des missions, c'est l'exigence de devoir réaliser sans ressources des missions. Non, mais bon, tout ça, il faut pas le transmettre à ses propres équipes, parce que si on est un facteur de transmission d'anxiété, on va nuire à tout le monde. Donc le rôle du manager protecteur, c'est celui-ci. Quand on me donne l'ordre de réduire mes budgets de 20% 3 fois dans l'année, ou qu'on vient me voir en me disant il faut réduire les budgets, donc vire 5 personnes, comme s'il y avait des personnes inutiles dans l'équipe. Qui est inutile dans mon équipe pour que je les vire? Évidemment, ça, je le partage pas avec mon équipe, parce que sinon, tout le monde va être angoissé, tout le monde va se demander mais qui va partir, qui il va choisir. Et puis au final, je parviens surtout à ne virer personne, donc c'est encore mieux. Voilà, ce rôle de manager protecteur, c'est prendre soin de son équipe et ne pas transmettre des ondes négatives inutiles. Alors faut une relative transparence aussi pour ne pas que les gens découvrent une difficulté à la dernière seconde. Mais c'est pas non plus le nécessaire de partager ses propres angoisses ou la pression inutile qu'on reçoit. Et maintenant, pour revenir sur la question spécifique du community manager, c'est vrai que c'est une catégorie professionnelle qui n'est quand même pas comme les autres, puisque ce sont des intermédiaires directs avec le monde réel, avec le public, et les community managers des marques, notamment les marques de services ou de produits. C'est probablement moins violent dans le B2B, mais les consommateurs, ils s'adressent à l'entreprise à toute heure de la journée et de la nuit. Et il se libère avec de façon décomplexée, comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en insultant, en prenant à partie, et en insultant la personne qui est derrière l'écran, derrière le réseau, et donc un community manager, donc un salarié. Et donc le salarié se fait insulter, reçoit des propos d'une grande violence souvent, et il faut arriver d'une part à former ses collaborateurs pour qu'ils se mettre bien en situation de ne pas recevoir ces messages extrêmement difficiles à titre personnel, mais c'est pas si simple que ça. Et ça veut dire aussi qu'il faut savoir les accompagner dans le temps. On peut pas les exposer en permanence. Un community manager à l'origine, c'est un communicant, et il se retrouve à faire de la relation client, et notamment éventuellement parce que l'entreprise ne sert pas bien ses clients, et c'est finalement le communicant qui se retrouve à faire de la relation client. Donc c'est une vision globale de l'organisation à laquelle il faut penser, et même celui qui est en charge de faire de la relation client, il y a un moment, il faut lui offrir une autre opportunité professionnelle ou l'accompagner pour qu'il soit capable d'assumer et de ne pas rentrer chez lui comme une cocotte minute prête à exploser, et puis pour insulter ou se fâcher avec son mari, son épouse, ses enfants, parce qu'on s'en est pris plein la gueule toute la journée, et que finalement c'est le soir on va pouvoir se lâcher parce que là il y a plus de patron pour vous surveiller. Donc le manager a un rôle protecteur très important de façon générale et plus spécifique dans certaines activités, et notamment dans ces activités de community management qui jouent le rôle parfois de relation client. Je reviens à ce que tu disais vis-à-vis du manager qui est
protecteur. Comment tu arrives, toi, à mettre cette armure qui permet d'estomper cette pression? Comment tu as fait et comment tu fais depuis 30 ans que tu es manager et dirigeant? Là, je saurais pas nécessairement répondre parce que je pense que c'est plutôt des qualités personnelles ou une façon d'être. Je n'ai pas appris à le faire ou j'ai pas été formé pour le faire. J'ai cette capacité à le faire. Voilà, c'est très personnel. Peut-être que d'autres ont été formés ou accompagnés. Moi, j'ai pas eu ni cette chance ni ce besoin. J'ai été capable d'assumer cette fonction, mais c'est peut-être aussi une question de qui est capable ou pas d'être manager. On ne nous apprend pas à être manager. Il y a pas de formation dans les entreprises. On ne devient pas manager parce qu'on a suivi un parcours, un cursus. Alors, oui, il y a des stages, il y a des formations, mais ça vous change pas. Ça donne quelques clés, ça peut rassurer, mais on ne fabrique pas les managers. En fait, quelque part, on est fait pour l'être ou on n'est pas fait pour l'être. D'ailleurs, il y a des gens qui en souffrent dans certaines organisations parce qu'on est la personne la plus experte ou parce qu'on est la personne la plus ancienne. On vient le patron du service, mais il y a des gens qui en souffrent parce qu'ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation. Alors souvent, il est difficile de refuser et donc ils doivent l'assumer. Et souvent, ça fait des très mauvais managers et des managers malheureux parce qu'ils ne sont pas à leur place. Et à l'inverse, il peut y avoir des gens qui soient très jeunes, qui peut-être manquent d'une certaine expérience métier, mais qui ont toutes les qualités pour piloter, animer, fédérer des équipes et qui peuvent être très bons dans cette fonction. Et là, c'est le travail des RH qui est très important. Et le travail des RH, quand il est fait par des bonnes personnes et elles-mêmes des personnes compétentes et qui ne répondent pas à des injonctions de dirigeants qui ne connaissent rien aux RH et qui, du coup, ne vont pas laisser cette fonction faire son boulot correctement. En somme, tu es en train de nous dire que le bon manager, il a des qualités innées qu'il va pouvoir évidemment développer. C'est pas nécessairement une promotion que de manager. En France, on a tendance à le croire, ça. Mais complètement, ça devrait pas être une promotion. Ça peut l'être. Il y a une certaine cohérence logique. Après un certain parcours, après certaines expériences, on peut avoir envie de sortir de son cœur de métier pour plus largement encadrer des équipes, animer des équipes. Mais pourquoi pas? Je vois pas de barrière. Mais en tout cas, c'est pas une obligation et c'est pas qu'une question d'ancienneté ou d'expertise. Je l'ai vécu dans la pharmacie. J'ai vécu dans la pharmacie des experts, des biologistes, des pharmaciens qui étaient de très 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 haut niveau, des chercheurs de très très haut niveau. Et parce que c'était les meilleurs de l'équipe, tout d'un coup, on devenait le patron. Et c'est notamment dans cette entreprise de pharmacie, dans ce groupe pharmaceutique dans lequel j'ai travaillé, qui s'appelle Etipharm, où j'ai vu des gens très très malheureux de se retrouver nommés managers parce que eux, c'était des chercheurs, c'était leur activité scientifique qui les portait, qui les motivait, et ils n'avaient aucune envie de se retrouver à la tête d'une équipe parce que ça, c'était un autre métier, c'était pas le leur. Je comprends tout à fait. Encore une fois, c'est la promotion, c'est on te rend service, tu nous as rendu service, tu es excellent, et on estime que justement parce que tu es excellent, que tu es un fameux expert ou une experte, tu vas pouvoir diffuser ta magnifique parole et puis être un super manager. Et en fait, c'est pas nécessairement ça être manager, c'est pas nécessairement être plus expert que les autres. Et être manager, c'est un métier. Être manager, c'est animer de l'humain. Être manager, c'est s'intéresser à l'autre, c'est avoir le goût des autres. Placement de produit pour un livre précédent. Mais c'est vraiment être tourné vers les autres, c'est avoir envie de donner du temps aux autres. On ne consacre pas, on ne perd pas du temps avec les autres, on leur donne du temps. Il faut du temps pour les écouter, pour échanger, pour ressentir. Et puis c'est aussi une fonction de décision. Le manager, il doit décider toute la journée et il doit prendre des décisions qui sont pas nécessairement faciles. Il doit prendre des décisions qui parfois vont décevoir des personnes. C'est aussi pour ça que la relation personnelle dans l'équipe, elle est compliquée. Oui, on peut avoir une relation très amicale, très cool, mais sauf qu'il faut quand même se faire respecter dans sa fonction parce qu'il y a un moment, on va peut-être prendre une décision qui ne va pas être agréable pour la personne avec laquelle on est ami ou cool, mais la relation et le fluide entre nous, c'est une chose. La fonction, c'en est une autre. Et à un moment, il faut être professionnel et savoir rester professionnel. Et donc, un manager, ça doit décider, ça doit beaucoup décider. Ça doit décider d'augmentation, ça doit décider de priorité, ça doit décider de qui pilote tel ou tel dossier. Ça doit aussi, face à une équipe avec 10 avis différents, décider de un avis et de une piste dans laquelle on va s'engager. Donc, on va faire 9 déçus. Donc, c'est une façon d'être et c'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'a pas forcément envie de devoir s'engager dans le management. Et tu écrivais qu'un DIRCOM n'est pas nécessairement un démocrate. Un DIRCOM, c'est souvent un manager, donc un DIRCOM.
n'est pas un démocrate et un manager n'est pas nécessairement, voire rarement un démocrate. Exactement. Et le parallèle avec la communication, il est intéressant parce que en communication, on a souvent la faiblesse de juger par un j'aime pas. Et la communication, c'est fait pour servir des objectifs, pour servir une stratégie. C'est pas fait pour faire plaisir. C'est pas fait pour fédérer le plus grand nombre. C'est fait pour être efficace et performant. Donc, c'est la raison pour laquelle un DIRCOM, c'est pas un démocrate, et un manager, même chose. Le manager, il est pas là pour faire plaisir au plus de personnes dans l'équipe. Il est là pour bien la faire fonctionner. Donc, tant mieux si on fait plaisir aux gens, mais le rôle du manager, c'est pas de faire plaisir. Le rôle du manager, c'est de faire fonctionner, de faire avancer les choses. Alors, je reviens au DIRCOM. Tu es en train de nous dire que finalement, la com est un métier? Comme on n'a pas encore réussi à le caser, oui, on peut le caser. La com est un métier comme toutes les fonctions dans l'entreprise. Et c'est plus qu'un métier, c'est une fonction stratégique, parce que la communication, c'est produire de l'intelligence, c'est pas fabriquer des outils. Il y a que les gens qui connaissent rien à la communication qui abordent la communication par l'outil. Tu parles de quoi? De la petite affiche ou de la vidéo vite faite? Alors ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est le côté non-valeur des métiers de la communication, où on aime bien associer petit, vite fait, fun ou sexy à tous les travaux qui nous sont demandés et aux outils qui nous sont demandés, puisque ceux qui nous parlent de cette façon abordent la communication par l'outil et non pas par l'intelligence à produire et l'histoire à raconter. Et effectivement, en disant qu'on a besoin juste d'une petite affiche, juste d'un petit logo ou quelque chose, ou une petite vidéo vite fait, c'est une façon inconsciente d'exprimer que le travail ne requiert pas de compétences et n'a pas vraiment de valeur, puisque finalement on peut le faire en quelques secondes. Je fais finalement le parallèle avec l'infantilisation du manager toxique vis-à-vis de son collaborateur ou de sa collaboratrice. Mais c'est exactement la même chose, la petite vidéo, la petite affiche, vite fait en te remerciant. Et vite fait et sexy et avec un effet waouh. C'est vrai, l'effet waouh. J'allais l'oublier. On oublie l'effet waouh, mais c'est quand même dans les demandes que reçoivent les communicants, il y a souvent je veux ça, avec un effet waouh. Évidemment. On va passer à un autre manager, qui est le manager responsable. Alors, finalement, un bon manager, il a beaucoup de qualités, mais la responsabilité, elle est fondamentale. Et tu dis quelque chose qui est très très fort, c'est pourquoi soigner l'onboarding et négliger l'offboarding. Alors, je commence peut-être par la fin, mais tu le sais, les cabinets de conseil, quels qu'ils soient, sont très très forts pour l'offboarding. C'est-à-dire que lorsqu'ils se séparent d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, et je l'ai vécu chez Grant Thornton, que je salue Agnès de Ribé, la DIRCOM, et associé du cabinet, c'est la classe absolue. Et dernièrement, j'ai interviewé un autre Frédéric Zetoun, qui est DG en charge du People and Culture, ce sont les ressources humaines. Et dans ce podcast que nous avons fait, ils ont fait revenir une ancienne de la maison, une ancienne de chez Grant Thornton. Et l'offboarding, de ce fait, s'est extrêmement bien passé, sinon elle ne serait pas revenue, puisqu'elle est travaillée dans une autre entreprise. L'offboarding en France, j'ai l'impression qu'on ne sait pas faire, exception faite des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil ou des cabinets d'audit, plutôt tendance américaine. Comment ça se fait ? Alors, comment ça se fait, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ton constat est tout à fait juste. On met relativement, en fonction des entreprises, quelques moyens où on y consacre quelques temps pour bien accueillir un nouveau collaborateur, pour bien l'intégrer, pour lui faire découvrir l'entreprise, pour qu'il se sente le mieux possible et qu'il puisse commencer à travailler le plus efficacement dans l'entreprise. Mais le jour où il s'en va, quelle que soit la raison de son départ, volontaire ou involontaire, et bien là on l'abandonne totalement. Éventuellement, personne pour lui dire au revoir, on lui demande juste de rendre les clés, l'ordinateur et le téléphone, et on l'abandonne. Et on oublie totalement que ce collaborateur, il va continuer à porter l'image de l'entreprise, et donc il va être potentiellement un prescripteur ou un détracteur de l'entreprise. Et cette considération n'est absolument pas prise en compte, ou que trop rarement, malheureusement, notamment en rapport à l'énergie et aux moyens que l'on se donne pour accueillir les collaborateurs. C'est très dommage, c'est un vrai travail de communication, c'est un vrai travail RH, et c'est un investissement aussi pour l'avenir. Plus vous avez d'anciens collaborateurs qui diront du bien de vous, mieux ce sera pour l'entreprise. Il ne faut pas oublier non plus que les collaborateurs, et surtout les anciens collaborateurs, ils vont mettre des notes sur les sites de notation des entreprises, et donc moins vous l'aurez considéré, moins vous l'aurez respecté et accompagné au moment de son départ, moins vous aurez de chance d'avoir finalement de beaux commentaires et de bonnes notes sur ces fameux sites de notation qui sont très regardés
par les gens qui cherchent du boulot. Et donc, c'est votre image employeur qui en prend un coup. Et ça, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus impactant que n'importe quelle campagne de recrutement. Vous allez dire que vous êtes formidable et que les gens sont très heureux dans votre entreprise et que vous offrez des magnifiques opportunités de carrière, des ponts entre les marques, des formations et des avantages extraordinaires avec un baba au rhum à 1 euro à la cantine. Donc, c'est très, très, très négatif à tout point de vue de négliger le départ des collaborateurs. Mais regarde, dans notre métier, justement, beaucoup de gens passent d'agence à annonceur. Et il n'y a rien de pire que finalement se séparer d'un collaborateur ou d'une collaboratrice lorsqu'on est en agence, qui va peut-être passer chez l'annonceur et pourrait potentiellement vous faire travailler. Exactement. Devenir votre client. Absolument. Et je ne comprends pas que toutes les entreprises, exception faite, comme je le disais, des avocats, des conseils ou des audits, je comprends pas que toutes les entreprises investissent si peu, ou voire pas du tout, dans cette séparation qui, finalement, c'est comme dans une séparation dans la vie, une séparation à l'amiable, une séparation amoureuse, c'est quand même plus agréable que se taper dessus et puis se détester, et puis après on va sur Glassdoor dire ces gens-là sont abominables, n'y allez surtout pas. J'ai vu des avis comme ça, et tu l'as très justement dit, ça te ruine la marque employeur ou l'image employeur, plutôt la marque employeur, puisque ça ne sert à rien. Donc, ça te ruine une entreprise du jour au lendemain. Ça ruine l'image employeur, parce que la marque employeur, ça n'existe pas. On te remercie, merci beaucoup. Christelle de Foucault, on t'embrasse. Mais tu as raison. L'impact est même négatif en interne. C'est un très mauvais message de communication interne, parce que les collaborateurs de l'entreprise voient comment on est traité à la fin du parcours dans l'entreprise. Quelle motivation ça donne en disant, mais tiens, je suis dans une entreprise où finalement, quand on s'en va, on est négligé, voire pire. Non, c'est très mauvais. Ça n'envoie que des mauvais signaux. Tu parles justement d'image employeur. La communication rattachée aux ressources humaines. T'as vu ça, toi, dernièrement? Il m'est arrivé de voir ça. Dans certaines organisations, c'est le cas. Toute la communication, ou au moins la communication interne, c'est dommage, ça me paraît pas très efficace. C'est une preuve d'incompréhension de la communication. J'ai aussi vu dans des grands groupes DRH et DIRCOM être une seule et même fonction. Je trouve ça très surprenant, parce que j'imagine que soit la personne est un ou une extrêmement bonne DRH ou extrêmement bon DIRCOM, enfin en tout cas j'espère, mais être les deux, alors là pour le coup on est un super héros. Alors ça peut vouloir dire aussi que directement sous cette personne il y a des purs professionnels du métier, mais oui, c'est très étonnant d'associer la communication aux ressources humaines ou inversement. En tout cas, c'est une preuve de méconnaissance de nos métiers. On a vu des DIRCOM DRH dans une très grande banque. C'est exact, c'est à elle auquel je faisais référence. On est d'accord, et cette personne d'ailleurs a changé de couleur depuis. Mais oui, je suis d'accord avec toi, je trouve ça totalement absurde. En tout cas, ça serait intéressant de l'interroger pour comprendre la logique ou l'incohérence des choses vues de la personne qui a dû le pratiquer. Je suis tout à fait d'accord, et je pense à cette dame, et je serais ravi de la voir dans le décodeur, parce que je lui poserai la question. Oui, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a le point de vue extérieur et la vision extérieure, et donc ça serait intéressant d'avoir celle de l'intérieur. Peut-être qu'il y avait des facilités, est-ce qu'il y avait des difficultés. En tout cas, c'est clairement une femme de communication, puisque c'est dans la communication qu'elle poursuit sa carrière. Absolument, et comme je disais, elle a changé de couleur. Bien, vous comprendrez, enfin comprenne qui voudra. Je reviens à la com interne. Rattaché aux ressources humaines, tu disais que ça te paraissait un petit peu étonnant. Moi, je trouve que c'est totalement une absurdité. Enfin, ça suffit, on n'est plus en l'an 2000, ni en 99 quand j'ai commencé. Moi, j'ai vu une évolution intéressante de la communication, du positionnement de la communication interne dans l'ensemble des organisations dans lesquelles je suis passé. J'ai commencé ma vie professionnelle avec des DRH qui se battaient absolument et parfois violemment pour garder la communication interne, comme si c'était une forme de pouvoir qu'ils avaient d'agir, d'informer, d'influer les personnes. Et avec le temps, j'ai eu le sentiment, alors j'ai noté que de moins en moins les DRH avaient autorité sur la communication interne, même si ça existe encore. Et j'ai souvent noté qu'en fait, c'était les DRH eux-mêmes qui n'en voulaient plus, et notamment avec la force des enjeux professionnels qu'il y avait derrière, qui n'étaient pas les leurs. Donc, ils avaient cette lucidité ou cette raison de ne pas en vouloir, mais voir aussi les risques et la connotation très politique que peut avoir la com interne, ce dans quoi ils ne voulaient pas mettre les pieds. Et donc, de plutôt laisser la com interne à d'autres, et donc logiquement à la DIRCOM, parce qu'une bonne DIRCOM, pour moi, doit avoir une vision globale de la communication. La communication, elle peut pas être morcelée dans différentes
direction de l'entreprise. Je l'ai déjà vu dans des grands groupes, hein, où une partie de la communication corporate est rattachée au juridique, une partie de la communication image est attachée au marketing, une partie de la communication interne, la partie communication interne est rattachée au RH, et finalement il y a des visions de la communication qui sont extrêmement différentes. Enfin, il y a surtout aucune vision globale du sujet, aucune coordination, et suivant qui prend la parole de l'entreprise, l'image et la parole de l'entreprise est portée de façon extrêmement différente, qui ne rend pas les entreprises très communicantes dans ce cas-là. L'image employeur, les campagnes de marque employeur, je vais employer le terme pour que tout le monde comprenne bien, même si on est toi et moi d'accord que la marque employeur n'existe pas, n'a jamais existé et que ce n'est qu'une traduction littérale facile qui est née à la fin des années 90 dans une agence dont j'étais le grand frère ou le cousin lorsque j'étais chez Publicis. Bref, no comment. Mais toutes ces campagnes de recrutement, allez, on va dire les choses clairement, selon toi, elles doivent être pilotées par la com avec les ressources humaines, ou est-ce que ça doit être piloté par les ressources humaines avec la com qui vient donner son avis ou c'est bien, c'est pas bien? Dans la mesure où c'est une action de communication, le seul mot campagne vient l'expliquer, c'est évidemment un travail de la direction de la communication, c'est la direction de la communication qui a autorité pour faire cette campagne dans le cadre de sa vision de la stratégie de communication, dans le cadre de la cohérence de l'image de l'entreprise. Elle le fait pour un client interne, le client interne qui est soit la direction des ressources humaines, soit la direction du recrutement, mais c'est au service d'une direction interne, donc d'un client interne, que la compétence communication est exercée par qui? Par les communicants, puisque c'est leur métier, et c'est pas le métier d'autres fonctions. Comme on n'imagine pas que d'autres actions au sein de l'entreprise en matière de communication vont être pilotées département par département, sauf à considérer la communication comme un simple service exécutant pour faire des présentations PowerPoint ou colorier quelques images pour faire joli. Mais la communication, elle n'est pas là pour faire joli, justement. Elle est là pour véhiculer de l'intelligence, pour faire passer des messages. Et donc, la communication doit faire son métier, mais elle peut avoir des clients internes qui lui passent des commandes. Et la commande, ce n'est pas de dire je veux une vidéo, je veux un livre ou je veux une publication sur les réseaux sociaux. La commande, c'est j'ai tel message à faire passer, j'ai telle histoire à raconter, j'ai telle cible à toucher. À vous de réfléchir à la meilleure façon de faire passer ces messages à ces cibles pour obtenir l'impact voulu. Tu vas conseiller tout simplement tes clients internes, que ce soit la direction des ressources humaines ou une autre. Exactement. Enfin, je vais conseiller et je vais faire. En général, ces campagnes-là étaient toujours beaucoup plus belles lorsqu'elles étaient pilotées par la communication. C'était des vraies campagnes de com, plutôt que des choses qui ressemblaient à des grosses annonces de recrutement à l'époque ou des annonces « Rejoignez-nous ». J'ai un exemple de travail, c'est une illustration, au moins ça donne une image de communication faite par les ressources humaines. Quand je suis arrivé à nouveau au sein du groupe Elior, donc c'est ancien, ça met pas du tout en cause les ressources humaines et le groupe Elior aujourd'hui, pas du tout. La direction des ressources humaines vient me voir en me disant il faut faire des vidéos. Et donc encore une fois, une façon d'aborder le sujet par l'outil et non pas par le contenu. Donc je leur demande de quoi avez-vous besoin? On a besoin de vidéos. Je dis mais en fait vous n'avez pas besoin de vidéos, vous avez besoin d'obtenir un résultat. Est-ce que vous avez besoin de communiquer en interne? Est-ce que vous avez besoin de recruter? Quel est votre besoin? Donc en fait, ils ne comprenaient pas ma façon d'aborder le sujet. Et j'ai donc pris en exemple, en fait, le fait que sur la chaîne YouTube de la marque, il y avait une vingtaine ou une trentaine, je ne sais plus, de vidéos faites par les ressources humaines, un partenariat qui leur avait été vendu, où on leur avait promis de leur faire de magnifiques vidéos qui allaient être formidables. Et donc, il y avait une trentaine de vidéos RH sur la chaîne YouTube du groupe, qui avaient en moyenne entre 12 et 20 vues. Et là, j'ai expliqué à la directrice de recrutement, je lui dis, ça veut dire qu'en fait, à la DRH du groupe, il y a 80 personnes. Ça veut dire que même chaque collaborateur de la DRH n'a même pas regardé une seule fois une vidéo. Il y a 120 000 collaborateurs dans le groupe et vous faites des vidéos qui sont vues par entre 12 et 20 personnes. Donc, soit c'est pas le bon support, soit la vidéo n'est pas promue. Assurément, c'est pas un travail de communication. Donc en fait, vous vous faites plaisir en accumulant et en archivant des vidéos et vous pensez que vous avez fait quelque chose d'utile parce que vous avez un outil réalisé, mais quel est le message à faire passer? À qui? A priori, à personne, si on touche 12 ou 20 personnes sur 120 000 personnes donc pour une communication interne, et pas davantage si c'est pour une communication externe pour recruter. Donc après, je suis passé pour celui qui refuse de faire des vidéos. Non, j'adore faire des vidéos, mais si le besoin s'y prête.
Je suis tout à fait d'accord avec toi et quelque part, c'est aussi ça, la responsabilité du DIRCOM. C'est avec ses clients internes, la direction des ressources humaines en l'occurrence, savoir dire, en fait, tu n'as pas nécessairement besoin d'une vidéo, même si on t'a fourgué, pardon de l'expression, mais c'est la réalité, c'était ça dont il s'agissait, 12 à 15 vues par vidéo, t'imagines en plus, en termes d'environnement, ce que ça représentait. Sauf que celui qui avait fait la vidéo a dû aller voir 5-6 fois sa propre vidéo. C'est ça. Donc ça veut dire qu'il restait 6 vues externes. Pour se dire que personne n'a vu ces vidéos, hein. On est bien d'accord. Coûter un petit peu d'argent, parce que ça ne coûte pas 12 € vite fait, même vite fait. Mais justement, ce manager responsable, et là, je vais parler du DIRCOM responsable. Et ça me permet juste de caser que le manager responsable, c'est comme un peu le manager engagé, mais le manager responsable, il doit être capable, il doit savoir dire non. Et donc moi, en tant que DIRCOM, là, je dis non, mais en fait, être capable de dire non, c'est aussi participer à la prise de décision. Je sais qu'un manager, ça doit décider tout le temps et dire non, non pas par plaisir, mais dire non par nécessité, par responsabilité, ça fait partie du rôle du manager. On n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour faire avancer les choses. Et donc, en disant oui, en disant non, mais pas chercher à faire plaisir et pas chercher à fédérer tout le monde pour être tranquille quelque part. Parce que de toute façon, cette fausse recherche de tranquillité, il y a un moment, elle se paye. Elle finit toujours par te péter à la gueule. Il n'y a pas d'autre terme. Mais justement, en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que directeur communication, aujourd'hui en tant que dirigeant de Tenkan et associé chez Cogiteur, tu passes ton temps à dire non. J'exagère et je force volontairement le trait. Mais lorsque tu étais dans ces grands groupes, tu n'avais pas peur de passer pour monsieur pas cool, monsieur pas sympa, monsieur non. C'est exactement l'image que j'avais avant. Pendant, je passais pour le mec qui fait la police de la charte, la police de l'image, qui dit non à tout. Ça, c'est souvent l'image que j'ai pendant que je suis en fonction. Et puis, c'est quand je ne suis plus en fonction que après, on dit, ah, dis donc, il était pas si mal. Ah, mais dis donc, avec lui, c'était bien. Ah oui, mais avec lui, on avait beaucoup de médias. Ah, on avait beaucoup de retombées presse. C'est, en fait, dans les entreprises dans lesquelles je suis passé, il y a beaucoup de gens se rendent compte de ma valeur, mais quand je suis parti. Donc et souvent ça me revient, donc c'est plutôt agréable. Mais encore une fois, j'ai bien conscience que ma fonction n'est pas de me faire aimer. Et le manager, quand je dis, il est pas là pour plaire. Donc c'est aussi une facilité. Et c'est une fausse tranquillité que de chercher à plaire à tout le monde. Parce que en cherchant à plaire à tout le monde, finalement, quelque part, on plaît à personne. Et en tout cas, on remplit pas ses objectifs. Donc ma volonté n'a jamais été d'être bien vu, de faire plaisir et de plaire. Ma volonté, ça a toujours été de faire le boulot pour lequel j'étais recruté et payé, de donner satisfaction à mon patron, non pas en lui faisant plaisir ou en cherchant à lui plaire lui-même, mais en lui expliquant pourquoi je faisais tel ou tel choix quand c'était de mon autorité de choisir, ne pas non plus lui demander de choisir à ma place quand c'était de mon autorité de choisir, j'étais payé pour ça, de décider, pardon. Mais effectivement, on n'est pas forcément bien vu. Mais justement, tu en parlais tout à l'heure, la fameuse pression dont je te parlais, mettre quelque part l'armure, faire en sorte qu'elle ne retombe pas sur tes collaboratrices et collaborateurs, sur ton équipe. Cette pression de ne pas être perçu comme monsieur sympathique, tout simplement. T'étais là pour faire ton job, t'étais pas là pour faire plaisir à tout le monde, c'est pas l'école des fans, l'entreprise. Comment tu as réussi, pendant toutes ces années, comment tu réussis encore à justement, tout simplement... vivre, c'est pas simple, Fred, ce que tu nous racontes là. Pour toi, c'est naturel. Alors, 35 ans de carrière et 35 ans d'expérience, pardon. Mais comprends que pour les plus jeunes qui nous écoutent, les mecs, ils doivent se dire, mais attends, c'est Iron Man. Alors Iron Man, mais pas du tout. Iron Man de rien du tout. Non, mais je pense qu'il faut une certaine force de caractère, une certaine carapace. Donc peut-être qu'il s'acquiert aussi en partie aussi avec l'âge et l'expérience. Mais il faut pas non plus dresser un tableau ultra négatif. J'ai jamais eu le sentiment d'être ressenti comme un monstre ou comme le mec qui emmerde tout le monde. Et souvent, j'ai entendu dans mes équipes, ah bah oui, mais vous nous empêchez de faire ci, vous nous empêchez de faire ça. On a juste simplement fait notre boulot. Et tout à l'heure, tu me demandais quelle était la première chose que je faisais. Je disais, je faisais bonjour. Mais une des premières choses que j'explique dans mes équipes quand j'arrive, et je repense à l'exemple initial où j'évoquais mon arrivée chez Elior avec le tour sur la diversité qui n'existait pas. La première chose que je leur ai dit ce jour-là, et ça les a marqués, je leur ai dit, je vais vous apprendre à dire non. Parce que quand un service vient vous dire on est vendredi soir, il est 18h et il me faut un communiqué de presse pour lundi matin parce que c'est le sujet le plus essentiel de la boîte, ça fait 6 mois qu'on travaille sur ce sujet et donc il nous faut un communiqué de presse lundi matin, là je leur ai appris à dire non. Parce que la communication, en l'occurrence, on n'est pas la variable d'ajustement de l'inorganisation des autres. Donc si ça fait 6 mois qu'on travaille sur un sujet essentiel pour la boîte, c'est-à-dire que la communication elle devait être associée avant.
Et donc, j'ai toujours dit à mes équipes, il y a un moment, il faut savoir créer l'incident pour faire en sorte que la fois suivante, les gens réfléchissent et sachent nous intégrer dans leur projet dans les temps. Et donc, ce que je leur ai appris en premier, quand je pense notamment à mon arrivée chez Elior, mais c'est souvent ça, c'est commencer par se faire respecter et donc savoir dire non. On n'est pas un guichet open service où chacun vient délivrer sa demande et nous, on n'a plus qu'à courir derrière pour les servir. C'est pas ça notre job, c'est pas ça le job de la com. T'as pas eu d'énormes conflits avec des gens qui se disent mais pour qui il se prend ou pour qui sa collaboratrice se prend avant, c'était pas ça? Alors j'ai rarement eu de conflit, ni mes collaborateurs parce qu'ils avaient mon soutien total et donc ils savaient que j'avais pas non plus, ils n'allaient pas être déjugés dans leur position. Parfois, j'ai dû demander d'être un peu plus diplomate, surtout d'être aussi pédagogue, parce que le nom doit être assorti d'une explication. C'est pas juste un nom brutal, mais c'est un nom qui doit expliquer le pourquoi du nom. Et moi-même, je savais que j'avais le soutien de mon patron, ce qui me conférait une autorité que je pouvais utiliser. Si vous n'avez pas le soutien de votre patron, vous n'avez pas d'autorité. Votre autorité, vous la tirez et de votre fonction, de votre nomination, mais du soutien et de l'assurance du respect de votre fonction par votre propre hiérarchie. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas fonctionner. Alors justement, tu parles du top management, là, du numéro 1. Ton N+1, c'est le boss ou la boss. Comme tu le dis à l'instant même, si t'as pas la confiance, il se passe rien. Ou sinon, tu patines dans le meilleur des cas, ou pire encore, tu fais un burn-out et tes équipes font un burn-out. Et si ton patron est un manager toxique, et si il te dit un jour sur deux le contraire de ce qu'il t'a dit la veille, là, non seulement t'as pas sa confiance, mais en plus, tu es complètement déstabilisé. Donc, tu n'as aucune autorité, tu ne peux pas avancer, et généralement, ce type de personnage, quand tu vas avancer, il va te reprocher d'avancer, et si tu attends d'avoir son go pour avancer, il va te reprocher de ne pas avoir avancé. J'ai connu ça. Hein. Ah ouais? Bon, autant fuir. Donc, tu sais qu'en fait, quoi que tu décides, de toute façon, tu feras le mauvais choix, puisque on te reprochera toujours de ne pas avoir fait l'autre choix, quoi. Tu es parti au bout de combien de temps, justement, avec cette personne? 10 mois. 10 mois? Mais dis non, c'est extrêmement long, 10 mois. Donc mais c'est au bout du 4e jour que j'ai su que je partirais. Que j'ai décidé que je ne resterais pas dans cette boîte-là. Mais il a fallu 10 mois pour partir. C'est pas si simple. Nécessité faisant loi. Mais justement, cette relation avec ton N+1, avec le dirigeant ou la dirigeante, comment tu as réussi et comment tu réussis à entretenir cette confiance et à la créer auparavant? Parce que il y a plein de DIRCOM qui justement ne sont pas nécessairement pris au sérieux. Tu le sais bien, malheureusement. Ils sont prévenus à la dernière minute. Hein. Ah ben tiens, tu me fais vite fait un petit truc. Ils sont pas pris au sérieux parce que c'est un métier de saltimbanque corporate, du bleu, du rouge, du vert, l'effet waouh. On va pas redire toutes ces choses-là. Mais comment toi tu as réussi à créer cette confiance absolue avec le COMEX et ou la direction générale, le numéro 1 ou la numéro 1? Mon sentiment, c'est que probablement mon passé de collaborateur politique a dû beaucoup m'aider. Quand on est un collaborateur politique, j'ai dirigé des cabinets d'élus dans ma première partie de vie professionnelle, il y a une forme de dévouement total à son patron ou à sa patronne. On est corvéable jour et nuit. On a même un statut qui fait qu'on est virable à tout moment. Donc quelque part, il faut rester à la hauteur. Il y a un niveau d'exigence absolue. Donc encore une fois, je pense que ça s'apprend pas. On l'a en soi et peut-être qu'on le développe, mais voilà, ça relève plutôt de qualité personnelle. Et finalement, cet engagement, cette force au service de quelqu'un. Et au-delà de la personne d'une cause, mais vraiment de quelqu'un, c'est plus qu'être un serviteur de l'État, c'est aussi être le serviteur d'une personne. Je pense que ces qualités et cette formation, ça joue un grand rôle dans la relation entre un DIRCOM et un dirigeant, et peut-être un manager tout court et son dirigeant, parce qu'il y a une proximité, il y a une complicité intellectuelle et même une forme d'intimité qui est instaurée par cette force de travail et relationnelle. Je pense que moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Maintenant, d'autres fonctionnent différemment, d'autres n'ont pas ce parcours politique, donc il doit y avoir plein de façons différentes de fonctionner, mais je pense que cette grande force et cette grande proximité, et puis
on revient on sort toujours un peu du management en revenant sur la fonction de DIRCOM. La fonction de DIRCOM, c'est vraiment une fonction il y a comme une forte intimité dans le relationnel entre le DIRCOM et son dirigeant. Quand on va très tôt le matin dans un média, on n'a pas toujours la gueule bien éveillée et on sort du lit. Quand on rentre très tard le soir d'un dîner, d'un événement, et qu'un chauffeur vous ramène chez l'un, chez l'autre, voilà, ça crée aussi une forme de relationnel que va moins avoir une personne dans la finance, dans un métier technique, dans la qualité, dans le juridique. Donc tout ça participe aussi à une proximité qui crée un lien de confiance et de complicité intellectuelle, professionnelle, mais aussi personnelle, qui fait que tout ça fonctionne de cette façon. Tu considères que le DIRCOM est au service de ses clients internes et en premier lieu le top management ou le numéro 1? Moi, je considère qu'il est au service d'abord de celui qui le recrute et qui le paie, mais au-delà de ça, il n'est pas à son service exclusif. Et être à son service, ce n'est pas chercher à le faire plaisir, c'est l'accompagner au mieux dans sa fonction de direction. Et donc le DIRCOM, il est au service d'un dirigeant ou de dirigeants, il est au service d'une entreprise, il est au service de marques, il est au service de services, offre de services, il est au service des collaborateurs, il est au service des clients. Donc il travaille pour tout l'écosystème autour de l'entreprise, mais avec une fidélité et une loyauté pour la personne qui le recrute et qui le paie. Le qui paie, pour moi, reste une notion très importante dans la vie professionnelle, parce que parfois on a tendance à se disperser, on a parfois même tendance à s'interroger ou à douter. Mais moi je me dis que si de temps en temps on se rappelle bien de qui vous paie, ça permet de remettre, si ce n'est les pendules à l'heure, en tout cas de savoir à qui on a une loyauté due. On est bien d'accord. Mais par exemple, quand tu travailles dans un grand groupe, tu vas être amené, tu vas être invité à aller faire une conférence ici, à aller représenter l'entreprise là. Et il y a un moment, tu vas passer éventuellement plus de temps à faire des choses extérieures à ton activité professionnelle que ce pourquoi tu es payé. Alors parfois, ça va servir l'image de l'entreprise, mais parfois ça ne sert qu'à toi ou ça te fait plaisir, mais ça ne sert à rien à l'entreprise. Et peut-être qu'il y a un moment, quand tu dois faire un choix, tu dois quand même te rappeler qui te paie et pourquoi j'ai du temps et je peux me permettre de faire telle ou telle chose. C'est parce qu'il y a un salaire qui m'est versé et c'est quand même à celui qui me verse ce salaire que je dois mon temps de travail. Je te remercie de rappeler cette vérité. Dans les grands groupes, les cadres ou cadres sup ont souvent tendance à vouloir tirer pour certains la couverture à eux, ou certaines, peu importe, ce côté ambassadeur et qui prennent très 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 au sérieux. C'est très bien de faire des conférences, c'est très bien de se balader à travers le monde et de représenter l'entreprise, bravo. Mais il y a un moment, il faut se rappeler que on bosse pas uniquement pour ça, ou sinon vous êtes payé pour ça. Et je fais partie de mon club de DIRCOM, de ma fédération de DRH, de mon club de directeur financier. Mais finalement, je passe beaucoup de temps à l'extérieur à me montrer, à m'exhiber, à prendre la parole. Mais en fait, je passe beaucoup plus de temps à construire ma carrière et mon image qu'à servir l'entreprise. Et donc, il y a un moment, il faut quand même se rappeler de qui vous paye, quoi. Merci, c'est fondamental. Et je parle au petit patron dont je fais partie et il n'y a absolument pas de mal à être petit patron parce qu'il y a 99% de TPE et de PME en France et nous sommes patrons de petites structures, toi et moi. Moi, je suis un tout petit patron. Exactement, pareil. Et il faut le faire comprendre. Ouais, c'est bien beau de parader, de se donner l'impression d'être important, mais il ne faut jamais oublier qui vous paye. Et ça, je le dis aux plus jeunes parce que c'est bien d'être un peu connu sur LinkedIn ou quelques réseaux sociaux, mais faites attention d'avoir la tête qui passe encore sous l'arc de triomphe, en vous remerciant très cordialement. Bon, c'était le vieux boomer de patron que je suis depuis 15 ans qui vous le dit, mais comprenez-le, c'est très important et merci Fred de rappeler ces choses-là. Quand on est dans un grand groupe, c'est l'argent des autres, donc c'est évidemment beaucoup plus confortable de parader dans ce cas-là. C'est étonnant, t'as vu ça? Ouais. C'est fou. Selon toi Fred, un bon DIRCOM, c'est un bon manager? Alors, je pense qu'un bon DIRCOM, je ne sais pas si un bon DIRCOM, c'est un bon manager, mais en tout cas, un DIRCOM, c'est un manager. Et donc, ça doit remplir toutes les fonctions et avoir toutes les qualités d'un manager pour animer une équipe, par commencer pour la recruter, peut-être après pour bien se séparer des collaborateurs quand c'est nécessaire, pour animer, piloter l'équipe, pour attribuer des fonctions dans l'organisation, que chacun ait une fonction claire, pour recruter des personnalités de mon point de vue,
qui est force et différence pour pouvoir vraiment avoir le plus de diversité et le plus d'originalité, de compétences et de visions différentes au sein de l'équipe, mais des personnalités fortes, mais qui doivent pas se cannibaliser ou qui doivent pas s'écraser les unes les autres. Donc faire aussi vivre toutes ces personnalités et ces différences. Donc c'est un rôle de manager absolument complet. Et le DIRCOM qui est un manager, c'est aussi un DIRCOM qui va beaucoup moins faire son travail de communicant, qui parfois va vouloir rester quand même attaché à certaines activités, mais qui va énormément devoir se consacrer à son équipe. Et ça, et comme tout manager, on doit abandonner une partie de notre cœur de métier pour consacrer beaucoup de temps à l'équipe. Quand je dis consacrer, encore une fois, c'est donner et non pas perdre du temps. Finalement, je trouve que c'est tout à fait normal. On va pas se mettre à faire, si on a une grande équipe, les réseaux sociaux ou les RP ou ci ou ça. On va pas se mettre à la place des autres. Il y a des patrons comme ça, tu sais, ou des patronnes qui veulent tout savoir faire. On n'est pas là pour tout savoir faire. Alors, on a effectivement pas besoin de tout savoir faire. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est de connaître chacun des métiers. Mais on n'a pas besoin ou on n'est pas nécessairement capable de faire tous nos métiers. Moi, j'ai encadré ou dirigé plein de graphistes, mais je suis incapable de faire leur travail. En revanche, je sais ce que eux doivent être capables de faire, ce qui me permet de me projeter ou ce qui me permet de diriger l'artistique d'un événement, d'une création. Mais c'est eux qui vont savoir exécuter. Moi, je vais éventuellement aussi partager des idées, mais leur laisser aussi la liberté de ne rien s'interdire et de faire d'autres propositions, et puis après ce qui nous donnera un éventail de possibilités de choix au final. Ils ont ma vision, ils ont mon orientation, et puis ils ont aussi leur liberté de créer et de faire d'autres choses. Donc oui, il n'y a pas nécessité de savoir tout faire. En revanche, il faut connaître le métier de chacun. Là où je dirais pas exactement comme toi, mais c'est encore une façon de faire. Oui, on va pas faire et les relations presse, et le community management, et le graphisme, et l'organisation d'un événement, mais de temps en temps, se retrousser les manches et de se mettre avec son équipe et de faire les choses ou de les accompagner ou parfois d'apporter une valeur ajoutée que eux n'ont pas ou une expérience que eux n'ont pas, c'est bien aussi parce qu'il faut pas non plus rester enfermé dans son bureau si on en a un, ou en tout cas dans sa tour d'ivoire au milieu d'un open space parce que maintenant on est le patron et qu'on ne fait plus les choses, quoi. Je suis d'accord avec toi. J'ai toujours été très agréablement surpris quand mes managers, quand j'étais durant 11 ans salarié, mes managers se retroussaient les manches. Ils voulaient te filer un coup de main, souvent pour des événements ou des choses comme ça, des choses où on se dit ah ben tiens, il ou elle le fait, c'est vachement bien, parce que finalement c'est aussi ça, montrer de la considération aux équipes. Le fameux bonjour dont tu parlais, finalement c'est relativement similaire, je trouve. Oui, t'as raison, c'est très proche, mais si on prend l'exemple de tes équipes vont monter pendant toute une nuit ou un week-end un événement, tu te pointes pas en costume cravate 5 minutes avant le début de l'événement pour constater que tout va bien et attendre les remerciements et les félicitations du travail de tes équipes. Non, enfin moi pour ma part, j'ai été là la nuit ou le week-end pour être à leur côté, pour filer un coup de main, quelle que soit la tâche, peu importe, mais en tout cas et aussi pour vivre le moment avec eux. Comment c'était pris par tes équipes justement ? Je sais pas comment ça a été pris parce que pour eux ils ont toujours vécu ça, donc ça leur a toujours paru normal. Donc voilà, mais c'est aussi une façon d'être, mais c'était notre façon d'être, donc voilà, pour mes équipes c'était normal. Enfin c'était normal parce que je considère ça normal et je leur ai jamais fait vivre autre chose. C'est vrai qu'il m'est déjà arrivé que dans des entreprises dans lesquelles j'arrive, certaines équipes soient étonnées ou des collaborateurs me disent mais tu vas faire ça, tu fais ça avec nous, le ou la précédente ne le faisait pas. Mais on s'intègre très vite et les gens trouvent ça tout de suite très vite normal, il y a pas de souci. Et justement, ma dernière question, elle est pas facile. Tes équipes ont toujours été très attachées à toi. Et pas uniquement parce que tu en as amené certaines d'une entreprise à l'autre. On pense à Biboun, c'est-à-dire Anne Babkin. Alors, on va dire que Anne Babkin, que tu as rencontrée donc chez Elior, je pensais que tu l'avais rencontrée avant, tu vois, ou ailleurs plus exactement. Anne Babkin a quitté le métier, elle est devenue Biboun. Entrepreneuse. Et quelle entreprise ? De la restauration. Biboun, est-ce que tu peux donner l'adresse ? Parce que sincèrement, on y mange extrêmement bien. Biboun, c'est un coffee shop, un peu le coffee shop idéal, le cocon dans lequel on se sent bien, et c'est rue du Cherche Midi.
Exactement, dans le 6e arrondissement. Allez-y, c'est très très bon. C'est absolument délicieux. C'est une cuisine faite maison. Et qui c'est qui cuisine? Eh ben justement, c'est Anne. C'est Anne Babkin. Et ben voilà, donc la DIRCOM, la RSE et tout ça, et ben finalement, madame, elle a changé de métier, elle a changé de voie, mais je crois qu'elle en avait envie depuis très longtemps. Hein. C'était après un MBA aux États-Unis, après une carrière de directrice marketing pour de très très grandes marques, elle a eu envie de servir le client en direct et à 62 ans, elle s'est remise aux études, elle a passé un CAP de cuisine, puis une formation de pâtisserie, puis elle a fait un stage dans un restaurant avec des jeunes où elle a fait plein de conneries, où elle s'est fait engueuler, mais où elle voulait voir si c'était vivable et tenable, et puis elle s'est dit que c'était vraiment ce qu'elle avait envie de faire, et voilà, c'est comme ça qu'elle arrive à ouvrir son propre coffee shop dans le 6e arrondissement à Paris, et qui a une clientèle d'habitués, voilà, qui fait un carton, mais parce qu'elle le mérite, et parce qu'elle sert ce qu'elle sert le mérite aussi. Oui, et puis que c'est bon, que le service est de très 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 haut niveau. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il y avait dans l'assiette. De l'entrée au dessert, c'était délicieux. J'ai pris un excellent thé, mais bon, bref, c'est vraiment très très intéressant. Mais donc, vous allez chez Biboun, rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement, vous allez trouver. Et justement, Anne Babkin, donc Biboun, c'était son surnom, si je dis pas de bêtises, ouais, par sa grand-mère. Surnom que lui donnait sa grand-mère ou sa mère. Alors, Biboun fait partie de ton équipe, si je puis dire. En tout cas, elle fait partie de ton équipe, au même titre que la grande blonde Agathe Veil ou Monsieur Mama, c'est-à-dire Fawaz Mama, que j'embrasse tous les deux. La grande blonde, le grand noir, il y en a de toutes les couleurs pour tout le monde. Exactement. Tes équipes ont toujours été très 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 attachées à toi. C'est quoi tes secrets de manager? C'est ma dernière question. Je sais qu'elle est ultra hardcore parce que c'est naturel chez toi. Je sais qu'elle est difficile. Mais c'est quoi qui a fait que les gens qui ont tous travaillé avec toi, en fait, ne tarissent pas d'éloges à ton égard? C'est quoi tes secrets de manager? Alors c'est l'objet d'un de mes livres, mais c'est peut-être simplement le goût des autres, quoi. Si les gens sont attachés à moi, c'est parce que je suis attaché à eux, et cette relation authentique et simple a dû faire que on prenait un plaisir mutuel à travailler ensemble, et avec une envie de toujours travailler ensemble et de ne jamais se séparer, quoi. Et on est bien d'accord, parce que ça ne peut pas être plus vrai. Je sais certaines choses, chers auditrices et auditeurs. Et Fred est un homme fidèle, et ses équipes lui sont fidèles. Et je leur suis fidèle aussi. Ben, on est bien d'accord. Je te remercie, Fred. On a parlé communication, on a parlé management. Je crois que nos auditrices, auditeurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, à un moment ou à un autre, vont être confrontés soit à des managers toxiques, soit à des managers formidables, ou des managers du quotidien dont on n'a pas parlé. Mais justement, je préfère laisser celles et ceux qui nous écoutent aller acheter ton livre, une 15aine d'euros. On a mis un lien dans la métadescription, donc allez-y. Vous pouvez le demander également en physique, dans une Fnac. Hein, dans beaucoup de librairies, dans certaines Fnac. Les Fnac ont la liberté de mettre en rayon ou pas les livres, donc il y a pas de politique générale, mais en tout cas, dans leur stock, tous mes livres y sont, et donc s'il n'est pas en rayon sur commande, il arrive dans les, je crois, 24 heures, très rapidement dans chaque Fnac, en France et à l'étranger. Oh là là, félicitations. Et Dieu sait si en Afrique ça cartonne, n'est-ce pas? En Afrique notamment, mais quand je parlais, je pensais à l'étranger. Non, africain, où effectivement, ça se vend pas mal aussi. Monsieur a ses fans, et c'est Monsieur Fred là-bas. Mais en tout cas, Fred, je tiens à te le dire, ce livre, ce 8e livre, est extrêmement engagé. Pas uniquement pour des histoires de diversité finalement, parce que moi ça me parle, parce que je suis issu de la diversité comme on dit pudiquement, mais je trouve qu'il est très 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 engagé, et je trouve ça très intéressant, justement, qu'un grand DIRCOM, aujourd'hui entrepreneur, mais finalement on reste toujours DIRCOM, même quand on monte sa boîte, justement qu'un grand DIRCOM soit un vrai manager, et non pas quelqu'un qui parade, ou tu sais, qui va justement dans des clubs de DIRCOM pour dire à quel point il est formidable et si et ça. Non, tu es un vrai DIRCOM, un vrai manager, quelqu'un qui aussi se retrousse les manches, hein, tu l'as dit, pour des événements. Monsieur fait son café lui-même et son thé lui-même. Bref, je crois qu'il faut que vous compreniez... Ce qui ne relève pas d'un exploit incroyable. Alors pour certaines personnes, si, je tiens à te le dire, si. Mais c'est tout à ton honneur, et je trouve ça normal en effet qu'on fasse son café soi-même. Je vois pas l'intérêt d'avoir quelqu'un qui vous assiste pour faire ce genre de choses-là. Mais encore une fois, merci d'avoir montré la voie, parce que je crois, chers auditrices, auditeurs,
que vous, les plus jeunes, grâce à Fred, vous allez pouvoir remarquer qui est manager ci ou manager ça. Toxique, manager protecteur, manager au quotidien, évidemment, manager engagé, manager responsable. Donc, allez acheter le bouquin, sincèrement, et si je l'ai offert à ma femme, c'est pas pour rien. Et Dieu sait si je n'offre pas nécessairement des livres comme ça à ma femme. Hein. Donc, je lui offre plutôt des BD. La seule chose qu'elle comprenne. Oh là là, c'est abominable, je vais te la couper celle-là, quelle honte. Excuse-moi Isa, je t'aime. Mais non, trêve de plaisanterie, c'est un livre à acheter. Et je pense que tous les étudiants, quels qu'ils soient, devraient l'avoir dans leur bouquin. 15 €, ils vont y arriver. Hein. C'est le prix d'un McDo. Hein. On le trouve aussi à disposition dans certaines bibliothèques. Hein, donc, on peut aussi le consulter pour ceux qui visitent les bibliothèques. Ton bon cœur te perdra. Merci encore, Fred. Et puis, je te dis à très très vite. Et puis, il me semble que tu as fait un épisode avec Monsieur Grimaud. Alors, j'ai effectivement commis cet échange avec Florian Grimaud qui est déjà paru, mais j'ai aussi fait un décodeur de la com avec Florian, où nous avons abordé très spontanément, c'est presque une prise en live, nos connaissances, partage et expériences de l'achat média et de la façon dont on a eu cette expérience, chacun de façon très différente dans notre vie professionnelle, et ça c'est peut-être apparaître prochainement. Exactement, quel talent. Merci à toi Fred. Je vous le conseille, allez très très vite acheter, que ce soit dans une librairie, ce qui est top, ou sur Amazon ou un autre site. Sur Fnac.com, sur Studirama.com, sur tous les sites en ligne. Exactement, vous avez un lien de toute façon dans la métadescription. Mais l'élégance n'est pas une option. Rappelez-vous de ce titre lorsque vous serez manager. Et l'élégance surtout, c'est un défi de chaque instant au quotidien. C'est un défi, je ne suis pas certain que malheureusement ce défi soit réussi au quotidien par tous les managers, hélas. Peut-être pas, mais en tout cas, voilà, on a plein de reprises tous les jours, plein d'occasions de pouvoir être élégant ou parfois de passer à côté. Donc c'est pour ça que c'est un défi du quotidien. En somme, ne ratez pas une occasion d'être élégant, s'il vous plaît. Ciao, ciao Fred. Au revoir Laurent.